Le sujet amoureux vit toute rencontre de l'être aimé comme une fête. La fête, c'est ce qui s'attend. Ce que j'attends de la présence promise, c'est une sommation inouïe de plaisir, un festin. Je jubile comme l'enfant qui rit de voir celle dont la seule présence annonce et signifie une plénitude de satisfaction. Je vais avoir devant moi, pour moi, la source de tous les biens. Je vis des jours aussi heureux que ceux que Dieu réserve à ses élus, et qu'il advienne de moi ce qui voudra. Je ne pourrai pas dire que les joies, les plus pures joies de la vie, je ne les ai point goûtées. Cette nuit, je tremble de le dire, je la tenais dans mes bras, étroitement serrée contre mon sein. Je couvrais de baisers sans fin ses lèvres qui murmuraient des paroles d'amour, et mes yeux se noyaient dans l'ivresse des siens. Dieu, suis-je punissable, si maintenant encore j'éprouve une céleste félicité à me rappeler ces brûlantes joies, à les revivre au plus profond de mon être. La fête, pour l'amoureux, le lunaire, c'est une jubilation. Ce n'est pas un éclatement. Je jouis du dîner, de l'entretien, de la tendresse, de la promesse sûre du plaisir. Un art de vivre au-dessus de l'abîme. N'est-ce donc rien pour vous que d'être la fête de quelqu'un ? Angoisse. Le sujet amoureux, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement, sentiment qu'il exprime sous le nom d'angoisse. Ce soir, je suis revenu seul à l'hôtel. L'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit. Les angoisses sont déjà là, comme le poison préparé, la jalousie, l'abandon, l'inquiétude. Elles attendent seulement qu'un peu de temps passe pour pouvoir décemment se déclarer. Je prends un livre et un somnifère, calmement. Le silence de ce grand hôtel est sonore, indifférent, idiot, ronron lointain des baignoires qui se vident. Les meubles, les lampes sont stupides, rien d'amical où se réchauffer. J'ai froid, rentrons à Paris. L'angoisse monte, j'en observe la progression. Comme Socrate devisant, moi lisant, sentais s'élever le froid de la ciguë. Je l'écoute se nommer, s'enlever telle une figure inexorable sur le fond des choses qui sont là. Et si, pour que quelque chose se passe, je faisais un vœu ? Le psychotique vit dans la crainte de l'effondrement, dont les psychoses diverses ne seraient que les défenses. Mais la crainte clinique de l'effondrement est la crainte d'un effondrement qui a déjà été prouvé, primitive agony. Et il y a des moments où un patient a besoin qu'on lui dise que l'effondrement dans la crainte mine sa vie a déjà eu lieu. De même semble-t-il pour l'angoisse d'amour. Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu dès l'origine de l'amour, dès le moment où j'ai été ravi. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu ». En dépit des difficultés de mon histoire, en dépit des malaises, des doutes, des désespoirs, en dépit des envies d'en sortir, je n'arrête pas d'affirmer en moi-même l'amour comme une valeur. Tous les arguments que les systèmes les plus divers emploient pour démystifier, limiter, effacer, bref, déprécier l'amour, je les écoute mais je m'obstine. Je sais bien mais quand même. Je renvoie les dévaluations de l'amour à une sorte de morale obscurantiste, à un réalisme farce contre lesquels je dresse le réel de la valeur. J'oppose à tout ce qui ne va pas dans l'amour l'affirmation de ce qui vaut en lui. Cet entêtement, c'est la protestation d'amour. Sous le concert des bonnes raisons d'aimer autrement, d'aimer mieux, d'aimer sans être amoureux, etc., une voix têtue se fait entendre qui dure un peu plus longtemps. Voix de l'intraitable amoureux. Le monde soumet toute entreprise à une alternative, celle de la réussite ou de l'échec, de la victoire ou de la défaite. Je proteste d'une autre logique. Je suis à la fois et contradictoirement heureux et malheureux. Réussir ou échouer n'ont pour moi que des sens contingents, passagers, ce qui n'empêche pas mes peines et mes désirs d'être violents. Ce qui m'anime sourdement et obstinément n'est point tactique. J'accepte et j'affirme hors du vrai et du faux, hors du réussi et du raté. Je suis retiré de toute finalité, je vis selon le hasard, à preuve que les figures de mon discours me viennent comme des coups de dés. Affronté à l'aventure, ce qui m'advient, je n'en sors ni vainqueur ni vaincu, je suis tragique. On me dit
Ce genre d'amour n'est pas viable. Mais comment évaluer la viabilité? Pourquoi ce qui est viable est-il un bien? Pourquoi durer est mieux que brûler? Ce matin-là, je dois écrire de toute urgence une lettre importante dont dépend le succès d'une certaine entreprise. Mais j'écris à la place une lettre d'amour que je n'envoie pas. J'abandonne joyeusement des tâches mornes, des scrupules raisonnables, des conduites réactives imposées par le monde au profit d'une tâche inutile venue d'un devoir éclatant, le devoir amoureux. Je fais discrètement des choses folles, je suis le seul témoin de ma folie. Ce que l'amour dénude en moi, c'est l'énergie. Tout ce que je fais a un sens, je puis donc vivre sans geindre, mais ce sens est une finalité insaisissable. Il n'est que le sens de ma force. Les inflexions dolentes, coupables, tristes, tout le réactif de ma vie quotidienne est retourné. Werther loue sa propre tension, qu'il affirme, face aux platitudes d'Albert, né de la littérature, ne pouvant parler qu'à l'aide de ses codes usés. Je suis pourtant seul avec ma force, voué à ma propre philosophie. Dans l'Occident chrétien, jusqu'à aujourd'hui, toute la force passe par l'interprète comme type. En termes nietzschéens, le prêtre judaïque. Mais la force amoureuse ne peut se déplacer, se remettre entre les mains d'un interprétant. Elle reste là, à même le langage enchanté, intraitable. Le type, ici, ce n'est pas le prêtre, c'est l'amoureux. Tout d'abord, lorsque l'amoureux rencontre l'autre, il y a affirmation immédiate. Psychologiquement, éblouissement, enthousiasme, exaltation, projection folle d'un avenir comblé. Je suis dévoré par le désir, l'impulsion d'être heureux. Je dis oui à tout, en m'aveuglant. Suite à un long tunnel, mon premier oui est rongé de doutes. La valeur amoureuse est sans cesse menacée de dépréciation, c'est le moment de la passion triste, la montée du ressentiment et de l'oblation. De ce tunnel, cependant, je puis sortir, je puis surmonter sans liquider ce que j'ai affirmé une première fois. Je puis de nouveau l'affirmer sans le répéter, car alors ce que j'affirme, c'est l'affirmation, non sa contingence. J'affirme la première rencontre dans sa différence. Je veux son retour, non sa répétition. Je dis à l'autre, ancien ou nouveau, recommence. Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards. Rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut-être futile ou énormément pathétique. Dans Erwartung, attente, une femme attend son amant, la nuit dans la forêt. Moi je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse, tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu, j'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire? Angoisse de conduite, changer de café, téléphoner. Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, elle aurait bien pu, elle sait bien, si il pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort. Explosion de deuil, je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas, sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attendre n'est pas continuellement violente. Elle a ses moments mornes. J'attends.
Et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. L'attente est un enchantement. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un téléphone se tisse ainsi d'interdictions menues, à l'infini jusqu'à l'inavouable. Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner même pour ne pas occuper l'appareil. Je souffre de ce qu'on me téléphone pour la même raison. Je m'affole de penser qu'à telle heure proche, il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant, le retour de la mer. Toutes ces diversions qui me sollicitent seraient des moments perdus pour l'attente, des impuretés d'angoisse, car l'angoisse d'attente, dans sa pureté, veut que je sois assis dans un fauteuil, à portée de téléphone, sans rien faire. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel est le sein de la mère pour le nourrisson. Je le crée et je le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé, et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone. À chaque sonnerie, je décroche en hâte. Je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler. Un effort de plus, et je reconnais sa voix, j'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille de mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouette et de la sorte dans un premier mouvement, reconnu. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde. Et à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois je veux jouer à celui qui n'attend pas, j'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard, mais à ce jeu je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». Dans le transfert, on attend toujours. Chez le médecin, le professeur, l'analyste, bien plus. Si j'attends à un guichet de banque au départ d'un avion, j'établis aussitôt un lien agressif avec l'employé. L'hôtesse dont l'indifférence dévoile et irrite ma suggestion, en sorte qu'on peut dire que partout où il y a attente, il y a transfert. Je dépends d'une présence qui se partage et met du temps à se donner, comme s'il s'agissait de faire tomber mon désir, de lasser mon besoin. Faire attendre, prérogative constante de tout pouvoir, passe-temps millénaire de l'humanité. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais, à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Étreinte. Le geste de l'étreinte amoureuse semble accomplir un temps pour le sujet, ou le rêve d'union totale avec l'être aimé. Or, l'accouplement, au diable alors l'imaginaire. Il y a cette autre étreinte qui est un enlacement immobile. Nous sommes enchantés, ensorcelés. Nous sommes dans le sommeil, sans dormir. Nous sommes dans la volupté enfantine de l'endormissement. C'est le moment des histoires racontées, le moment de la voix qui vient me fixer, me sidérer. C'est le retour à la mer. Dans le calme aimant de tes bras, dit une poésie mise en musique par du parc. Cet inceste reconduit, tout est alors suspendu. Le temps, la loi, l'interdit. Rien ne s'épuise, rien ne se veut. Tous les désirs sont abolis parce qu'ils paraissent définitivement comblés. Cependant, au milieu de cette étreinte enfantine, le génital vient immanquablement à surgir. Il coupe la sensualité diffuse de l'étreinte incestueuse. La logique du désir se met en marche. Le vouloir saisir revient. L'adulte se surimprime à l'enfant. Je suis alors deux sujets à la fois. Je veux la maternité et la génitalité. L'amoureux pourrait se définir, un enfant qui bande. Tel était le généros. Moment de l'affirmation. Pendant un certain temps, il est vrai fini, dérangé. Quelque chose a été réussi. J'ai été comblé, tous mes désirs abolis par la plénitude de leur satisfaction. Le comblement existe, et je n'aurai de cesse de le faire revenir à travers tous les méandres de l'histoire amoureuse. Je m'entêterai à vouloir retrouver, renouveler la contradiction des deux étreintes. Circonscrire, pour réduire son malheur,
le sujet met son espoir dans une méthode de contrôle qui lui permettrait de circonscrire les plaisirs que lui donne la relation amoureuse. D'une part, garder ses plaisirs, en profiter pleinement, et d'autre part, mettre dans une parenthèse d'impensé les larges ondes dépressives qui séparent ses plaisirs, oublier l'être aimé en dehors des plaisirs qu'il donne. Cicéron puis Leibniz opposent Gaudium et Laetitia. Gaudium, c'est le plaisir que l'âme ressent lorsqu'il considère la possession d'un bien présent ou futur comme assuré. Et nous sommes en possession d'un tel bien lorsqu'il est de telle sorte en notre pouvoir que nous en pouvons jouir quand nous voulons. Laetitia est un plaisir allègre, un état où le plaisir prédomine en nous, au milieu d'autres sensations parfois contradictoires. Gaudium est ce dont je rêve, jouir d'une possession viagère, mais ne pouvant accéder à Gaudium dont je suis séparé par 1000 traverses, je songe à me rabattre sur Laetitia. Si je pouvais obtenir de moi-même de m'en tenir au plaisir allègre que l'autre me donne sans les contaminer et les mortifier par l'angoisse qui leur sert de joie. Si je pouvais avoir de la relation amoureuse une vue ontologique, si je comprenais dans un premier temps qu'un grand souci n'exclut pas des moments de pur plaisir, tel l'aumônier de Mère Courage expliquant que la guerre n'exclut pas la paix, et si je parvenais dans un second temps à oublier systématiquement les ondes d'alarme qui séparent ces moments de plaisir, si je pouvais être étourdi, inconséquent. Ce projet est fou, car l'imaginaire est précisément défini par sa coalescence, sa colle, ou encore son pouvoir de déteinte. Rien de l'image ne peut être oublié. Une mémoire exténuante empêche de sortir à volonté de l'amour, bref, d'y habiter sagement, raisonnablement. Je peux bien imaginer des procédés pour obtenir la circonscription de mes plaisirs, convertir la rareté de fréquentation en luxe de la relation, à la manière épicurienne, ou encore considérer l'autre comme perdu et dès lors goûter à chaque fois qu'il revient le soulagement d'une résurrection, ses peines perdues, la poisse amoureuse et indissoluble. Il faut ou subir ou sortir. Aménager est impossible. L'amour n'est ni dialectique ni réformiste. Version triste de la circonscription des plaisirs. Ma vie est une ruine. Des choses restent en place, d'autres sont dissoutes, effondrées. C'est le délabrement. Adorable. Ne parvenant pas à nommer la spécialité de son désir pour l'être aimé, le sujet amoureux aboutit à ce mot un peu bête, adorable. Par un beau jour de septembre, je suis sorti pour faire des courses. Paris était adorable ces matins-là. Une foule de perceptions viennent former brusquement une impression éblouissante. Éblouir, c'est à la limite empêcher de voir, de dire, le temps qu'il fait, la saison, la lumière, l'avenue, la marche, les Parisiens, le shopping, tout ça tenu dans ce qui a déjà vocation de souvenir. Un tableau, en somme, le hiéroglyphe de la bienveillance, tel que Lupin Greuze, la bonne humeur du désir. Tout Paris est à ma disposition, sans que je veuille le saisir. Ni langueur, ni cupidité, j'oublie tout le réel qui dans Paris excède son charme. L'histoire, le travail, l'argent, la marchandise, la dureté des grandes villes. Je ne vois en lui que l'objet d'un désir esthétiquement retenu. Du haut du Père-Lachaise, Rastignac lançait à ma ville. À nous deux maintenant. Je dis à Paris, adorable. Sur une impression de la nuit, je me réveille alangui par une pensée heureuse. X était adorable hier soir. C'est le souvenir de quoi? De ce que les Grecs appelaient la charis, l'éclat des yeux, la beauté lumineuse du corps, le rayonnement de l'être désirable. Peut-être même, tout comme dans la charis ancienne, j'y ajoute l'idée, l'espoir, que l'objet aimé se donnera à mon désir. Par une logique singulière, le sujet amoureux perçoit l'autre comme un tout, à l'instar du Paris automnal. Et en même temps, ce tout lui paraît comporter un reste qu'il ne peut dire. C'est tout l'autre qui produit en lui une vision esthétique. Il le loue d'être parfait, il se glorifie de l'avoir choisi parfait, il imagine que l'autre veut être aimé comme lui-même voudrait l'être, non pour telle ou telle de ses qualités, mais pour tout. Et ce tout, il lui accorde sous la forme d'un mot vide, car tout ne pourrait s'inventorier sans se diminuer. Dans adorable, aucune qualité ne vient se loger, mais seulement le tout de l'affect. Cependant, en même temps qu'adorable dit tout, il dit aussi ce qui manque au tout.
Il veut désigner ce lieu de l'autre où vient s'accrocher spécialement mon désir, mais ce lieu n'est pas désignable. De lui je ne saurai jamais rien, mon langage tâtonnera, bégaiera toujours pour essayer de le dire, mais je ne pourrai jamais produire qu'un mot vide, qui est comme le degré zéro de tous les lieux où se forme le désir très spécial que j'ai de cet autre-là, et non d'un autre, et non d'un autre. Je rencontre dans ma vie des millions de corps. De ces millions, je puis en désirer des centaines, mais de ces centaines, je n'en aime qu'un. L'autre dont je suis amoureux me désigne la spécialité de mon désir. Ce choix si rigoureux qu'il ne retient que l'unique fait, dit-on, la différence du transfert analytique et du transfert amoureux. L'un est universel, l'autre est spécifique. Il a fallu beaucoup de hasard, beaucoup de coïncidences surprenantes, et peut-être beaucoup de recherches pour que je trouve l'image qui entre mille convient à mon désir. C'est là une grande énigme dont je ne saurai jamais la clé. Pourquoi est-ce que je désire tel ? Pourquoi est-ce que je le désire durablement, langoureusement ? Est-ce que tout lui que je désire, une silhouette, une forme, un air ? Ou n'est-ce seulement qu'un morceau de ce corps ? Et dans ce cas, qu'est-ce qui, dans ce corps aimé, a vocation de fétiche pour moi ? Quelle portion, peut-être incroyablement ténue, quel accident ? La coupe d'un ongle, une dent un peu cassée en biseau, une mèche, une façon d'écarter les doigts en parlant, en fumant. De tous ces plis du corps, j'ai envie de dire qu'ils sont adorables. Adorable veut dire, ceci est mon désir en tant qu'il est unique, c'est ça. C'est exactement ça que j'aime. Cependant, plus j'éprouve la spécialité de mon désir, moins je peux la nommer. À la précision de la cible correspond un tremblement du nom. Le propre du désir ne peut produire qu'un impropre de l'énoncé. De cet échec langagier, il ne reste qu'une trace, le mot adorable. La bonne traduction de adorable serait ellipsé latin. C'est lui, c'est bien lui en personne. Adorable est la trace futile d'une fatigue, qui est la fatigue du langage. De mot en mot, je m'épuise à dire autrement le même de mon image, improprement le propre de mon désir. Voyage au terme duquel ma dernière philosophie ne peut être que de reconnaître et de pratiquer la tautologie. Est adorable ce qui est adorable. Ou encore, je t'adore parce que tu es adorable, je t'aime parce que je t'aime. Ce qui clôt ainsi le langage amoureux, c'est cela même qui l'a institué, la fascination. Car d'écrire la fascination, cela ne peut jamais, en fin de compte, excéder cet énoncé. Je suis fasciné. Ayant atteint le bout du langage, là où il ne peut que répéter son dernier mot, à la façon d'un disque enrayé, je me saoule de son affirmation. La tautologie n'est-elle pas cet état inouï où se retrouve toute valeur mêlée, la fin glorieuse de l'opération logique, l'obscène de la bêtise et l'explosion du oui nietzschéen Absence. Tout épisode de langage qui met en scène l'absence de l'objet aimé, quelle qu'en soit la cause et la durée, tend à transformer cette absence en épreuve d'abandon. Beaucoup de leaders, de mélodies, de chansons sur l'absence amoureuse. Et cependant, cette figure classique dans Werther, on ne la trouve pas. La raison en est simple. Ici, l'objet aimé, Charlotte, ne bouge pas. C'est le sujet amoureux, Werther, qui à un certain moment s'éloigne. Or, il n'y a d'absence que de l'autre. C'est l'autre qui part, c'est moi qui reste. L'autre est en état de perpétuel départ, de voyage. Il est par vocation migrateur, fuyant. Je suis, moi qui aime, par vocation inverse sédentaire, immobile à sa disposition, en attente, tassé sur place en souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de gare. L'absence amoureuse va seulement dans un sens, et ne peut se dire qu'à partir de qui reste, et non de qui part. Je, toujours présent, ne se constitue qu'en face de toi, sans cesse absent. Dire l'absence, c'est d'emblée poser que la place du sujet et la place de l'autre ne peuvent permuter. C'est dire « je suis moins aimé que je n'aime ». Historiquement, le discours de l'absence est tenu par la femme. La femme est sédentaire, l'homme est chasseur.
voyageur. La femme est fidèle, elle attend. L'homme est coureur, il navigue, il drague. C'est la femme qui donne forme à l'absence. On élabore la fiction, car elle en a le temps. Elle tisse et elle chante, les fileuses. Les chansons de toile disent à la fois l'immobilité par le ronron du rouet et l'absence. Au loin des rythmes de voyage, houle marine chevauchée. Il s'ensuit que dans tout homme qui parle, l'absence de l'autre, du féminin se déclare. Cet homme qui attend et qui en souffre est miraculeusement féminisé. Un homme n'est pas féminisé parce qu'il est inverti, mais parce qu'il est amoureux. Mythe et utopie, l'origine a appartenu, l'avenir appartiendra au sujet en qui il y a du féminin. Quelquefois, il m'arrive de bien supporter l'absence. Je suis alors normal. Je m'aligne sur la façon dont tout le monde supporte le départ d'une personne chère. J'obéis avec compétence au dressage par lequel on m'a donné très tôt l'habitude d'être séparé de ma mère, ce qui ne laissa pas pourtant à l'origine d'être douloureux, pour ne pas dire affolant. J'agis en sujet bien sevré. Je sais me nourrir en attendant d'autre chose que du sein maternel. Cette absence bien supportée, elle n'est rien d'autre que l'oubli. Je suis, par intermittence, infidèle. C'est la condition de ma survie, car si je n'oubliais pas, je mourrais. L'amoureux qui n'oublie pas, quelquefois meurt par excès, fatigue et tension de mémoire, tel Werther. Enfant, je n'oubliais pas. Journées interminables, journées abandonnées où la mère travaillait loin, j'allais le soir attendre son retour à l'arrêt de l'autobus U-bis à Sèvres-Babylone. Les autobus passaient plusieurs fois de suite. Elle n'était dans aucun. De cet oubli, très vite, je me réveille. Hâtivement, je mets en place une mémoire, un désarroi. Un mot classique vient du corps qui dit l'émotion d'absence. Soupirer. Soupirer après la présence corporelle. Les deux moitiés de l'androgyne soupirent l'une après l'autre, comme si chaque souffle incomplet voulait se mêler à l'autre. Image de l'embrassement, en tant qu'ils font les deux images en une seule. Dans l'absence amoureuse, je suis tristement une image décollée qui sèche, jaunie, se recroqueville. Quoi, le désir n'est-il pas toujours le même, que l'objet soit présent ou absent? L'objet n'est-il pas toujours absent? Ce n'est pas la même longueur. Il y a deux mots, potos pour le désir de l'être absent et immeros, plus brûlant, pour le désir de l'être présent. Je tiens sans fin à l'absent le discours de son absence, situation en somme inouïe. L'autre est absent comme référent, présent comme allocuteur. De cette distorsion singulière naît une sorte de présent insoutenable. Je suis coincé entre deux temps, le temps de la référence et le temps de l'allocution. Tu es parti, de quoi je me plains. Tu es là puisque je m'adresse à toi. Je sais alors ce qu'est le présent, ce temps difficile, un pur morceau d'angoisse. L'absence dure, il me faut la supporter. Je vais donc la manipuler, transformer la distorsion du temps en va-et-vient, produire du rythme, ouvrir la scène du langage. Le langage naît de l'absence. L'enfant s'est bricolé une bobine, la lance et la rattrape, mimant le départ et le retour de la mère. Un paradigme est créé. L'absence devient une pratique active, un affairement qui m'empêche de rien faire d'autre. Il y a création d'une fiction aux rôles multiples. Doute, reproche, désir, mélancolie. Cette mise en scène langagière éloigne la mort de l'autre. Un moment très bref, dit-on, c'est par le temps où l'enfant croit encore sa mère absente et celui où il la croit déjà morte. Manipuler l'absence, c'est allonger ce moment, retarder aussi longtemps que possible l'instant où l'autre pourrait basculer sèchement de l'absence dans la mort. La frustration aurait pour figure la présence. Je vois chaque jour l'autre et pourtant je n'en suis pas comblé. L'objet est là réellement, mais il continue à me manquer imaginairement. La castration, elle aurait pour figure l'intermittence. J'accepte de quitter un peu l'autre sans pleurer. J'assume le deuil de la relation, je sais oublier. L'absence est la figure de la privation. Tout à la fois, je désire et j'ai besoin. Le désir s'écrase sur le besoin. C'est là le fait obsédant du sentiment amoureux. Le désir est là, ardent, éternel. Mais Dieu est plus haut que lui et les bras levés du désir n'atteignent jamais la plénitude adorée. Le discours de l'absence est un texte à deux idéogrammes. Il y a les bras levés du désir et il y a les bras tendus du besoin.
J'oscille, je vacille entre l'image phallique des bras levés et l'image pouponnière des bras tendus. Je m'installe seul dans un café, on vient m'y saluer. Je me sens entouré, demandé, flatté, mais l'autre est absent. Je le convoque en moi-même pour qu'il me retienne au bord de cette complaisance mondaine qui me guette. J'en appelle à sa vérité, la vérité dont il me donne la sensation, contre l'hystérie de séduction où je me sens glisser. Je rends l'absence de l'autre responsable de ma mondanité, j'invoque sa protection, son retour, que l'autre apparaisse, qu'il me retire, telle une mère qui vient chercher son enfant de la brillance mondaine, de l'infatuation sociale, qu'il me rende l'intimité religieuse, la gravité du monde amoureux. X me disait que l'amour l'avait protégé de la mondanité. Coterie, ambition, promotion, manigance, alliance, sécession, rôle, pouvoir. L'amour avait fait de lui un déchet social, ce dont il se réjouissait. Un koan bouddhique dit ceci: le maître tient la tête du disciple sous l'eau, longtemps, longtemps, peu à peu les bulles se raréfient. Au dernier moment, le maître sort le disciple, le ranime. Quand tu auras désiré la vérité comme tu as désiré l'air, alors tu sauras ce qu'elle est. L'absence de l'autre me tient la tête sous l'eau. Peu à peu j'étouffe, mon air se raréfie. C'est par cette asphyxie que je reconstitue ma vérité et que je prépare l'intraitable de l'amour.